Après 1 heure et quelques de route, on est arrivé à Bitola, qui est tout proche de la frontière grecque, qu'on ne passera pas encore aujourd'hui, mais on n'est pas loin. Bitola. Il y a pas mal de chiens errants, mais ils sont pas agressifs, heureusement. Enfin, ceux qui sont en ville, en tout cas, sont pas agressifs. Après, peut-être ceux qui sont à la campagne, quand ils sont pas bouffés, potentiellement, ils peuvent t'agresser. Moi, je pensais que c'était plus joli que ça, Bitola. Et de toute façon, on n'est pas venu à Bitola pour faire la ville, mais pour faire Heraklia Lyncestis, qui est juste à côté. Ils ont fait des poubelles dans les piliers pour pas que ça se voit trop, c'est pas con. The middle statue standing at the middle base is actually one historical person. He was Macedonian by origin, but having Roman citizenship. So this process of getting Roman citizenship is rather intensive, especially throughout the ages of Octavian, August, and later throughout the Flavian and Antonini dynasty, which are ruling the empire at the end of the first and throughout the 2nd century AD. One portion of those Latinized local people who continue to live in Macedonia, and they basically the most effective economy for them was shepherding, because they were getting freedom and Roman citizenship. They would in a way construct independent communities called even during the Byzantine times cantoni. That's for cantons, you know, cantoni like in Switzerland. While after the removal of these soldiers at the borders of Danube, that same language of the soldiers, that was specific Latin, not vulgar version, which is the peasantry Latin spoken in France, in Spain, in Portugal, but soldiers Latin. After the construction of the Romanian nation, I mean, it gets the name Romanian, but still the base of those both dialects spoken in the south of the Balkans, here in Macedonia, Greece, etc., and that one of Romania today are very similar. So that's one portion of the story regarding the languages. The other one is this process of Hellenization, spreading up to the line where the Alexander's empire was actually spreading. So further, there is no process of Hellenization. Because of this basis of the languages, you have here in Macedonia and Bulgaria the Greek as base after the arrival of the Slavic, while in northern area you have the Latin as a base. That's how this substrata of the languages directs the development of the Slavic dialects. So again, you have here in Macedonia and Bulgaria development one specific Slavic, which gets features of the old languages. So that's why the Romanian, the Macedonian, the Bulgarian, the Greek, and the Albanian belong to the same group of same pool of languages. They are putting them together and calling them Balkan pool, because they show similar features of the structure of the language. Macedonian promotion that we are actually Bulgarian, which is very stupid. I mean, historically viewed and objectively viewed, that's a very stupid strategy, because the name of Bulgaria is actually related with the bordering soldiers of Danube, when during the Byzantine times one specific expression develops regarding the term denoting the fortresses built at the line of the river Danube. Those were the so-called pyrgi, or purgos. That is Greek term for castle, or for fortress actually. And that became, after the Goths started to penetrate the Roman world through Danube, first the Visigoths, later the Ostrogoths, they were actually used as military services on the borders, and they changed this version of the word pyrgi into Purgos, Burgos, and that's how you have the transformation of that term into something denoting like a fortress around which settlement is developing, and that becomes term for a town, actually, for for an urban place in the German speaking area.
And that's how you have Burgundia on one side, which is dividing the Roman world from the barbaric, and that's why you have Burgundia and Bavaria, actually Bavaria. Well, here in this area you have Bulgaria instead of Burgundia, and Barbaricum, which is Romania today. Well, this underneath line of Danube was Bulgaria. So that is the origin of the term Bulgaria today. I mean, that refers to these military services, which are in a way throughout the medieval ages overwhelming as a power, and they are simply occupying this area which was originally Byzantine and proclaiming their own state. And further on, I mean, that history of the Bulgarians that they are related to is completely different than the history of Macedonia, which is more ethnic in a way. This was the greatest surprise for the archaeology here, the discovery of this mosaic. This mosaic was not at all intended to be put on the floor, but to decorate the wall. This kind of style might be related with one very specific atmosphere of the Byzantine world generally, and that is most probably related to one specific Christian belief which becomes very popular among the Byzantines during the 5th century AD. That's the so-called monophysitism, which is a belief that Christ is not human but divine only. Escaping the human nature of Jesus, they're escaping also the human presentation. So that's how the direction of this art is to use allegories, symbols and metaphors to give the same ideas as that usual narrative style which uses this movie-like motives which are explaining the events of the Bible. This motif in the middle, no matter how strange it looks, it exposes exactly the idea of the resurrection, general resurrection, and entering the Holy Kingdom of Heaven. So that's the moment exposed here. Christ is actually shown as a holy grail, the Christians are the deers. That is actually the underground world. They are reviving the ancient mythological background again. So here the idea of the Cerberus as keeper of the underground world, that creature, dog-like creature, is used to express that area of invisible area of the underground world, where the souls are kept. Je sais pas combien il faut de petites pierres pour faire ça. Et voilà le rocher éléphant, Marco Vico, les tours de Marco, sur les hauteurs de Prilep. Ça fait très sec comme environnement. Il y a une coulée de déchets là, c'est la déchetterie quoi, non officielle. Il y a des déchets jusqu'ici encore quoi. Bon, allez, on redescend. Après 2 autres heures de route, on est arrivé à Skopje. On est arrivé dans notre appartement pour ce soir, c'est un délire. C'est le Dali Apartments. Alors déjà, pour commencer, on a juste un ascenseur privé qui nous amène dans la rue. Hein. Rien que ça. Avec vue, avec des coussinets, des grands vases japonais.
Et après on a une pièce juste immense en fait. Et donc la chambre est en haut. C'est fou les détails. T'as vu là-haut, il y a même une mini église. Ça fourmille de détails dans tous les sens. On a un deuxième balcon même, je viens de voir. C'est un délire. Il y a un globe et tout. C'est un délire. Qui tous ces gens? Ça, je sais pas qui est la baraque, mais ils doivent être super riches, non? 2 frigos juste au cas où. Je sais jamais. J'ai pas vu le haut encore pour l'instant. Il y a un autre balcon et il y a des escaliers sur le balcon. Ah ouais d'accord, il a vu en plus. Punaise. Putain, la baraque, c'est un délire. Bon là, ce n'est autre que le parlement de Macédoine, juste en face. Où on a voulu entrer pour se garer et puis on nous a gentiment dit de partir. Bon là c'est top. On va peut-être y aller si on veut avoir le temps de faire le reste. Je vais prendre un truc en photo, de toute façon il y a un bus qui arrive en dessous. C'est avant banal, la porte de Macédoine. Une maison avec des colombes. C'est la maison mémoriale de Mère Teresa, qui est albanaise. Qui est macédonienne mais qui a vécu en Albanie. Maïka Teresa, Skopje, Calcutta. T'as vu la taille des statues quoi? Ils sont immenses. Ils ont des grandes statues mais aussi des grandes enseignes. Coca-Cola là, ils se sont pas privés. Alexandre le Grand de Macédoine. Ah, il est balèze, hein. Putain la taille de la statue. Les statues de Lyon elles paraissent petites à côté de celles d'Alexandre mais en fait elles sont déjà balèzes. C'est pas un 13 pouces celui-ci. Petit pays, grande place. Archeološki muzej na Republika Severna Macedonia. Ah oui, Severna c'est du nord sans doute. C'est fou la quantité de statues quand même. Le lion blasé de Skopje. On s'approche du bazar, qui est je crois le deuxième bazar le plus gros après celui d'Istanbul. Donc il y a de quoi faire. La nuit commence à tomber, nous partons en shopping. Voilà des Tulumba enfin, on a trouvé. Oh. Voilà, on y est. C'est là qu'on voulait aller. Ça a l'air d'être exceptionnel. Figues, pistaches, noix. Oh là là, ouais, comme le faut celui-là. Attends, si on prend un tchak, ça fait 8, 9, 10, il y a 10, 30. Le café à la pistache, incroyable. Voilà, c'est pour nous, tous les jours. Bon, maintenant on va aller regarder les spécialités locales parce que ça c'est une spécialité turque. Ouais, c'est ça. On va dire que c'est notre excuse, c'est la culture partagée. C'est une mosaïque en fait. Une mosaïque de l'Albanie, mais en Macédoine.
pouvoir goûter les Fanta bleus sur eau. Pas mal ça. Voilà, donc on a notre kebab qui est fait de chevapi, donc les saucisses des Balkans sans peau. Ce kebab là accompagné de son soda bleu Fanta, c'est au chocata. C'est du sureau avec du citron. Demain le but c'est d'aller au canyon Matka qui est un canyon juste à côté de Skopje. Ensuite on ira à Tetovo et puis on devrait passer au Kosovo. Mais il y a un regain de tension en ce moment avec la Serbie, donc on verra si c'est faisable. Putain, les gens sont vraiment dégueulasses. Dernier jour en Macédoine. Canyon Matka. Je sais pas, tente. Il a recommencé sur l'image. Après quoi. C'est fou à quel point on peut faire passer deux voitures dans un petit espace. On se rend pas compte comme ça.